Bonjour, aujourd'hui on va continuer le chapitre traitant de l'investissement public en infrastructure et le lien de ça avec la croissance. Donc on a déjà commencé ce chapitre. Comme d'habitude, je vais présenter l'introduction en général, vous rappeler des hypothèses du modèle et après voir l'idée donc liée à la politique fiscale et budgétaire et comment ça affecte la croissance. Donc tout ça, on avait déjà vu, mais juste pour vous rappeler de ça, l'idée de base de ce modèle, c'était de voir comment les dépenses publiques peuvent affecter la croissance et que, en général, les biens publics sont caractérisés par deux caractéristiques principales, que ces biens sont caractérisés par une non-rivalité et une non-exclusivité. Et bien entendu, si on prend en considération cela, l'exemple le plus fameux, c'est par exemple l'infrastructure. Et donc, le modèle de Barrow consiste à introduire la modélisation des dépenses publiques et après, détermine par la suite, je remplace la valeur de y parce que j'avais trouvé, et j'obtiens par la suite l'équation que j'ai ici à la deuxième ligne, où j'ai k point sur k qui est égal à s que multiplie 1 moins taux, que multiplie taux 1 moins alpha sur alpha, que multiplie a 1 sur alpha, L 1 moins alpha sur alpha, moins delta. Et donc, comme on l'avait déjà vu il y a 2 semaines, l'état fixe, donc, on voit ici que les taxes ont un impact à la fois positif et négatif sur l'accumulation du capital. Pourquoi? Parce que d'une part, la hausse des taxes réduit donc la consommation, ce qui réduit Y, et par la suite, ça réduit le revenu. Et en même temps, plus les taxes augmentent, plus l'État va pouvoir dépenser sur le G, ce qui augmente positivement, ou bien ce qui a un impact positif sur le Y et l'accumulation du capital. Et donc, comme on a un impact positif et un impact négatif, il faut déterminer le point optimal des taxes qui, lui, va nous permettre de déterminer jusqu'à quel point on peut imposer des taxes, de sorte que les taxes à la fois favorisent les dépenses publiques, c'est-à-dire arrivent à financer les finances publiques, et en même temps ne vont pas nuire à la consommation et par la suite aux revenus. Et ainsi, on va prendre la dérivée de k point sur k par rapport à taux pour déterminer le niveau optimal de la taxe. Et comme toujours, la détermination donc de ça nous mène à la condition du premier ordre qu'on va égaliser à 0. Et une fois qu'on égalise ça à 0, on arrive à la relation là qui est notée à l'avant-dernière ligne de cette diapositive. Et la toute dernière ligne où on a le taux étoile, qui est donc le taux optimal, qui est égal à 1 moins alpha. Et alors, cela veut dire que, je vous rappelle que là, sur ce graphe, on a donc la relation entre taux et k point sur k, et donc le plus le taux augmente, bien entendu, ça commence avec à partir d'un niveau négatif, comme vous voyez. Et le niveau négatif est donné par moins delta. Pourquoi? Parce que c'est dû à ce qu'on avait déjà vu dans la relation précédente où le moins delta était présent à la fin de l'équation.
Et donc, le moins delta a une valeur négative, comme ça. Et puis, le plus les taxes augmentent, le plus la possibilité de financer des dépenses publiques augmente. Par la suite, le revenu augmente et l'accumulation du capital augmente. Jusqu'au point 1 moins alpha. Et donc 1 moins alpha représente le point d'inflexion ou bien le point de détournement à partir duquel la hausse des taxes va avoir un impact négatif sur l'accumulation du capital. Et bien entendu, ce paramètre taux, il est compris entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que c'est une part du revenu. Et donc, nécessairement, c'est entre 0 et 1. Et donc, pour résumer, sur ce graphe, on a l'effet du taux d'imposition sur le taux de croissance. On a toute taxe inférieure à 1 moins alpha n'est pas suffisante parce qu'elle ne permet pas de financer les dépenses publiques ex post. Et toute taxe supérieure à ce niveau-là va nuire à l'économie. Pourquoi? Parce que ça va avoir un impact négatif sur l'accumulation du capital. Ok. Par la suite, comment peut-on expliquer donc le lien entre ça et la politique monétaire, pardon, la politique budgétaire et fiscale et la croissance? Donc, deux leçons jusqu'à maintenant, c'est que, la présence des dépenses publiques dans le modèle évite les productivités marginales décroissantes conjointes, ça c'est un, et deux, c'est qu'on a un taux d'imposition optimal. Ok? Donc on veut maintenant et tout avec, ou plutôt d'un point de vue de politique économique. Donc, d'abord pour commencer, comme vous le voyez ici, en général, le taux d'imposition optimal que l'agent représentatif aimerait voir pratiqué par l'État doit être égal à l'élasticité de production du capital public dans la fonction de production macroéconomique. Et je vous rappelle que l'élasticité de production du capital public était la puissance du G, qui est égale à 1 moins alpha. Et on a dit que le taux sera égal à 1 moins alpha. OK? Et bien entendu, pourquoi c'est le cas? Parce qu'en fait, l'élasticité de production du capital public, elle représente la variation du taux de croissance de la production par tête consécutivement à la variation de 1% du taux de croissance du capital public par tête. Donc si je divise le tout par L, ça sera plus ou moins la même chose. Et donc, cela veut dire que pour tout taux d'imposition, taux qui est inférieur à la valeur 1 moins alpha, l'agent représentatif qu'on a, il souhaite que le taux d'imposition soit plus élevé. Pourquoi? Parce que ça lui va lui permettre de bénéficier du capital public. Et pourquoi il va bénéficier? Parce que ça va éviter que le capital privé ait une productivité marginale décroissante. Mais si le taux d'imposition est supérieur à cette valeur, il sera plus efficace en termes de production que le secteur privé augmente son capital plutôt que le secteur public. Et pourquoi c'est le cas? Parce que dans ce cas, les taxes seront tellement importantes que qu'il ne va plus pouvoir accumuler de capital. Et alors, dans ce cas, vaut mieux que lui, je veux dire, l'agent représentatif, effectue de l'investissement privé sans que l'État n'investisse à travers le G. OK? Et donc, pour revenir à ce deuxième point qui est important, c'est que pour tout taux d'imposition qui est supérieur à la valeur de 1 moins alpha, les taxes sont très coûteuses pour les agents représentatifs. Et du coup, ils vont opter à augmenter leur investissement privé au lieu de bénéficier de l'investissement public.
Pourquoi? Parce que dans ce cas, le financement de l'investissement public requiert plus de taxes et eux, ils ne veulent pas payer ces taxes très importantes et alors ils vont plutôt augmenter leur capital plutôt que le secteur public. OK? Deuxième point, bien entendu, dans ce cas, si l'État veut inciter les gens d'un point de vue fiscal pour qu'ils investissent, comment il va faire? Et alors, dans ce cas, il y a plusieurs points à prendre en considération. Un, bien entendu, l'État, il peut subventionner la production. Autrement dit, il va payer donc une partie de l'investissement des agents privés. Et bien entendu, dans ce cas, les agents privés vont avoir plus d'incitation. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir investir plus, parce qu'ils sont subventionnés par l'État. Et bien entendu, comment peut-on modéliser les subventions dans un tel modèle? C'est exactement l'inverse de la taxe, parce que les subventions sont une taxe négative. Et on va exactement suivre la même logique, parce que si les subventions sont une taxe négative, cela veut dire qu'on va avoir un point optimal, même pour les subventions, ce qui confirme l'idée que l'État peut avoir un niveau de subvention qui est soit très faible, soit trop élevé. Et donc, si l'État subventionne trop peu l'investissement, les agents ne vont pas assez investir parce qu'ils ont besoin de plus de subventions. Et si l'État subventionne trop l'investissement, cela veut dire que les agents vont beaucoup investir, mais le problème, c'est qu'en même temps, l'État ne va pas avoir d'autres sources pour financer ses autres dépenses publiques. OK? Et bien entendu, dans ce cas, il va pas pouvoir investir dans le capital public qui, lui, à son tour, comme on a déjà vu, aide le capital privé à avoir des productivités marginales non décroissantes. OK? Et donc, modéliser les subventions, c'est juste l'inverse des taxes, puisqu'on peut juste introduire un paramètre qui est négatif à la place du taux et ça revient exactement à la même. Sinon, une deuxième option, c'est que l'État peut aussi changer sa fiscalité, ce qui veut dire qu'il peut changer les taux d'imposition qu'il a dans son économie. Et alors, au lieu d'avoir un impôt proportionnel aux revenus de l'économie, comme ce qu'on avait déjà vu, donc le taux que multiplie Y, l'État pourrait choisir un impôt forfaitaire. Et forfaitaire, c'est-à-dire un impôt qui est constant. Et donc, et de même, parce que c'est exactement la même logique, si l'impôt forfaitaire est trop faible, cela veut dire que les agents vont beaucoup investir, mais les dépenses publiques seront faibles. Et si les dépenses publiques seront faibles, donc l'État ne va pas pouvoir investir dans le capital public, et par la suite, rien ne garantit que le capital privé va avoir une productivité non décroissante. Et en revanche, si l'impôt forfaitaire est trop élevé, il y aura peu d'investissements. Pourquoi? Parce que les investisseurs ne sont pas encouragés puisque le capital public ne les aide pas à avoir des productivités non décroissantes. Et alors, si l'investissement baisse, donc peu de production et donc peu de dépenses publiques. Et par la suite, pour la troisième fois, donc on a vu qu'il existe un niveau optimal pour les taxes proportionnelles, ça c'est ce qu'on avait dérivé. Il existe un niveau optimal pour les subventions et il existe un niveau optimal pour l'impôt forfaitaire que je viens d'expliquer là. Dernier point qu'on a vu aussi dans le cours de macro avancé le dernier semestre, c'est donc l'histoire de l'équivalence ricardienne.
Et donc, je vous rappelle que l'équivalence ricardienne, elle est importante parce qu'elle montre comment, comment la politique budgétaire peut relancer ou non l'économie. Et donc, c'est une théorie économique qui s'appelle l'effet Ricardo-Barreau, ou bien l'équivalence ricardienne de Ricardo-Barreau. Elle a commencé par Ricardo et puis elle a été formalisée plutôt par Robert Barreau dans les années 70. Et bien entendu, l'idée principale de ça, c'était que sous certaines conditions, il se peut que la politique budgétaire n'aide pas à la relance de l'économie. Pourquoi? Parce que si jamais on augmente les dépenses aujourd'hui, je vous rappelle que les agents qui ont des anticipations rationnelles, ils vont dire que ça va augmenter le déficit budgétaire de l'État aujourd'hui et par la suite la dette augmente, ce qui signifie que l'État va devoir augmenter l'État va devoir donc augmenter les impôts dans le futur. Et donc, dès aujourd'hui, on va épargner afin d'éviter cela. Et si on épargne à partir d'aujourd'hui, donc, l'économie ne sera pas relancée. Et par la suite, l'équivalence entre l'augmentation de la dette publique aujourd'hui et l'augmentation des impôts requises pour demain pour le remboursement de cette dette et le paiement des intérêts sera équivalente. D'où l'idée, c'est-à-dire aura lieu, autrement dit. Donc l'équivalence entre les deux, entre ce qui augmente aujourd'hui d'un point de vue de dette et les impôts de demain, elle est équivalente. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle l'équivalence. OK? Et donc, cela signifie que dans ce cas, la politique budgétaire ne va avoir aucun impact sur l'économie elle-même. Donc, avec ça, on termine la politique budgétaire qu'on avait déjà commencé il y a 2 semaines. Et là, donc, on va commencer l'avant-dernier modèle, qui est celui donc du capital humain, et après cela, le modèle avec innovation technologique. Et comme ça, on termine l'ensemble des théories de la croissance endogène. Voilà, merci.